analyser la nouvelle la plus importante d'aujourd'hui, l'ouverture du terminal de Rafah. Nous avons contacté par téléphone son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Melighi. Bonsoir. Bonjour. Alors, Monsieur l'ambassadeur, on parle aujourd'hui d'une nouvelle très importante, c'est l'ouverture du passage au terminal frontalier de Rafah. Pour Gaza, c'est de la lumière qui est entrée, puisque l'Égypte a réussi aujourd'hui à faire entrer des aides nécessaires, primordiales à la bande de Gaza, mais également à faire sortir des malades, des blessés et des étrangers par ce terminal qui sont entrés par Rafah en Égypte, au Sinaï. Avant d'arriver à ce point-là, à cette étape, il y a eu plein de négociations, de pourparlers et de l'obstination de la part d'Israël qui n'a pas voulu faire entrer les aides à Gaza. Et puis l'Égypte était ferme et on a dit qu'il n'y aura pas des étrangers qui vont franchir les frontières tant que les aides n'ont pas entré. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous voyez une lueur de cessez-le-feu, un espoir de mettre fin à ces atrocités israéliennes? Jusqu'à maintenant, je ne peux pas voir et je ne peux pas avoir cet optimisme que vous avez ou bien que vous espérez. Je peux dire que ceux qui sont sortis de Gaza pour être traités sont quelques dizaines. Et on parle déjà de plus de 20 000 blessés dans la Palestine. Alors, je pense que la proportion est vraiment minimale. Oui. Cela dit, aussi, il faut mentionner que tous ceux qui sont sortis ne sont pas sortis sans l'accord de la partie israélienne et après avoir s'assuré qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas de Hamas ou d'autres organisations dont Israël refuse de les faire sortir. Et ça, c'est un point très important. Cela veut dire que la question humanitaire, oui, du point de vue israélien, n'est pas seulement humanitaire simple. Elle doit être liée avec une acceptance politique de la part d'Israël pour, oui, la sortie de ces gens-là. L'Égypte a eu toujours une acceptation directe dès le début du conflit qu'elle va aider à tout prix. N'oublions pas que quand aussi on avait reçu le ministre des Affaires étrangères américain, oui, qui avait demandé la sortie de quelques citoyens qui avaient aussi la nationalité américaine, l'Égypte avait refusé à ce moment-là de faire sortir quoi que ce soit avant que l'aide humanitaire peut passer et franchir la frontière pour la bande de Gaza. Oui. Ce qui a été accepté finalement par la partie palestinienne et par la partie israélienne. Oui. Et cela a été une victoire pour la diplomatie égyptienne de faire pouvoir rentrer l'aide humanitaire nécessaire au peuple palestinien. Oui. Je vois que toujours le service qui est donné par l'intermédiaire, je veux dire, des Occidentaux, notamment les États-Unis, est toujours un service minimal qui se lie seulement à la question humanitaire. Oui. Jusqu'à présent, on n'a pas vu vraiment de pression politique. Cela sera vu une fois qu'on aura un cessez-le-feu à cause d'une intermédiaire occidentale ou américaine. Sans ça, c'est une question de quelques aides humanitaires, quelques esprits là ou là, mais ce n'est pas un vrai breakthrough, comme on dit, qu'on peut franchir la situation actuelle pour avancer un peu vers, que ce soit la paix ou bien, avant ça, un cessez-le-feu complet entre Israël et la bande de Gaza. Oui. Alors vous avez parlé, Monsieur l'ambassadeur, des pressions politiques et diplomatiques. Et permettez-moi de dire que l'Égypte était ferme et que les déclarations de la part du président Assisi et du gouvernement égyptien étaient vraiment à la hauteur de la situation, puisque non seulement Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le président Abdel Fattah Assisi a annoncé que l'Égypte ne permettra jamais le déplacement des Palestiniens de Gaza vers Sinaï, ce qui était vraiment une solution posée ou voudrait être imposée par les Israéliens pour désamorcer la crise, mais également c'était les seules pressions qui existaient afin de
quand vous avez dit faire entrer les aides humanitaires, la situation humanitaire. C'était des pressions diplomatiques, puisque l'Égypte n'a pas voulu faire entrer les binationaux par les frontières, par le terminal de Rafah, qu'avec l'entrée des aides. Alors, sur la situation diplomatique, sur la scène diplomatique, à part l'Égypte et ses pressions, comment voyez-vous les réactions d'autres pays? Bon, alors, premièrement, je veux préciser encore une fois sur votre point que vous venez d'évoquer maintenant, en ce qui concerne la position égyptienne. La position du président Abdel Fattah el-Sisi et du gouvernement égyptien et du peuple égyptien était claire dès les débuts. Oui. Que l'Égypte ne sera pas une solution finale pour la cause palestinienne et que les terres égyptiennes, à partir de la frontière de Rafah jusqu'à Aswan, n'est pas la demeure et la résidence terminale du peuple palestinien. Alors cela dit, on a tous compris cela et je pense que même la communauté internationale a compris cela. J'espère qu'aussi Israël a bien compris ce message. Tout simplement parce que jusqu'à maintenant, on lit de temps en temps qu'il y a des rapports dans les journaux israéliens ou bien des chercheurs ou bien d'autres stratégiques politiques israéliens qui parlent toujours de la solution de habiter, de déplacer les citoyens de Gaza en Égypte, que ce soit au Sinaï ou autre. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette position ferme de notre président et de notre gouvernement jusqu'à maintenant n'a pas été vraiment avalée par plusieurs des autorités israéliennes. Oui. Ça, c'est un point. D'autre point, l'Égypte, depuis le début de la crise, n'a cessé d'avoir des contacts avec tous les joueurs sur la scène internationale qui peuvent aider à alléger et à diminuer la pression de l'armée israélienne sur le peuple palestinien. Ce que je vois, c'est qu'il y a une vengeance israélienne qui n'arrête pas depuis le 7 octobre. Jusqu'à maintenant, on a à peu près 8000 morts. On a vu des catastrophes, on a vu des crimes même contre l'humanité en ce qui concerne tirer sur les hôpitaux et sur les agents de services médicaux. Ça, on n'a jamais vu dans n'importe quelle guerre de nos jours. Oui. Alors, je trouve que la vengeance ici est devenue un peu incontrôlable, si j'ose dire le mot. Et même que malgré toutes les promesses des États-Unis à presser Israël de sorte qu'elle respecte le droit international et le droit international humain, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu la traduction de telle pression sur la terre. Hier, on avait vu deux grands massacres, et avant ça, plusieurs hôpitaux, et je comprends que Israël cherche à tout point une victoire. Et c'est ça le vrai problème de la crise actuelle. Oui. C'est que Israël et le gouvernement, notamment le gouvernement israélien, ils cherchent une victoire parce que sans ça, ce gouvernement va tomber. Qu'est-ce que ça veut dire une victoire, monsieur l'ambassadeur? Ça signifie occuper Gaza, par exemple? Tous les mouvements de résistance palestinienne, c'est le seul moyen, selon leur propre point de vue, de gagner la confidence, encore une fois, du peuple israélien. Parce que le peuple israélien, déjà, il accuse le gouvernement actuel de ne le pas protéger suffisamment le 7 octobre. Et du coup, alors, ce gouvernement doit être changé. Quel est le moyen pour ne pas changer ce gouvernement? C'est que ce gouvernement peut avoir une victoire à n'importe quel prix. Et c'est là que viennent tous ces massacres et tous ces crimes contre l'humanité qu'on voit devant nous aujourd'hui. La question n'est pas mon propre point de vue ou celui de l'Égypte, mais c'est plutôt le point de vue du droit international. Est-ce que le droit international décrit les attaques israéliennes contre les civils palestiniens comme crime contre l'humanité, bien sûr. Ou bien c'est un crime contre l'humanité. Si le droit international le décrit comme un crime contre l'humanité, alors je pense que le monde entier, la communauté internationale doit prendre des pas positifs, des pas concrets pour pouvoir arrêter ce mouvement israélien qui n'arrête pas. Et on doit commencer à vraiment
ôter d'Israël cette carte blanche qu'elle a reçue depuis le 7 octobre de ses souteneurs, qu'ils soient les États-Unis ou bien les Européens. Espérons que ces atrocités s'arrêtent très prochainement et que les civils et leur vie soient épargnés de ces vraiment crimes contre l'humanité. Je tiens à vous remercier, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui, pour ces précisions. Et juste une petite pause et on enchaîne avec notre suite et cette édition de Direct.